Du Trisac. Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière. Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire « Oh, j'ai le droit! » Un politologue, pas comme les autres. Loïc Passy. C'est pas le temps de faire ça. Loïc, bonjour. Bonjour, Benoît. Bon, revenons à la guerre en Ukraine. Veux-tu? Ben, on est obligé d'y revenir, surtout quand Jens Stoltenberg, le grand patron de l'OTAN, fait des déclarations étonnantes et il dit « Oui, regardez, les Ukrainiens sont sur le bord de faire une grande percée, une grande contre-offensive. » Encore une fois, quand on regarde la carte, c'est rien du tout. En ce moment, ils sont juste sur le bord des territoires qui ont été conquis par les Russes. Ils sont pas encore arrivés à percer du tout. Ça fait des mois qu'ils essaient de le faire. Je comprends qu'il faut les encourager. Je comprends que c'est long, que c'est difficile, mais on voit rien. Alors lui, il vient de déclarer ça. J'imagine que c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'impatientent, bien entendu. Mais moi, je vois pas de percée. Puis ça m'étonnerait que ça arrive rapidement. Mais bon, on peut espérer qu'il y ait une percée. On arme de plus en plus les Ukrainiens. T'as Sébastien Lecornu, qui est le ministre de la Défense de la France, qui est à Kiev, qui est là avec des représentants de différentes industries de l'armement en France. On va faire des transferts de technologie. On établit vraiment un partenariat de défense industrielle. Donc, il va y avoir de plus en plus d'armement. Stoltenberg a dit, écoutez, il y a des milliards de dollars fermes qui sont là, qui arrivent. On va voir une différence avec tout ça. Mais pour le moment, ben non, il n'y a pas de percée. Puis pour le moment, Poutine continue à pavaner. On l'a vu par exemple aujourd'hui avec Monsieur Trochov, qui est un ancien commandant du groupe Wagner, parce qu'il doit rassurer les anciens combattants du groupe Wagner. Ces gens-là sont pas vraiment contents de ce qui est arrivé évidemment aux dirigeants du groupe, et ce sont des terroristes potentiels à l'intérieur même de la Russie. Ce sont des gens qui pourraient décider de se venger contre le gouvernement Poutine. Alors, qu'est-ce qu'il a dit à ce dirigeant, enfin cet ex-commandant du groupe Wagner? Il a dit, bah oui, écoutez, vous avez combattu contre la Russie, donc on va vous aider, on va vous donner de l'argent, on va vous donner toutes sortes d'avantages, bien sûr, d'avantages sociaux. Sous-texte, s'il vous plaît, ne prenez pas les armes contre nous, tenez-vous tranquille. Et sous-texte, en fait, on va essayer de vous intégrer, je te l'ai déjà dit, dans l'armée russe, et soyez sûr que vous allez être envoyé au front dans des endroits très, très dangereux. Bon, est-ce que ça veut dire, Loïc, qu'on n'est pas à l'abri de la désinformation de la part de l'Ukraine? Non, on n'est pas à l'abri de la désinformation de la part de l'Ukraine, et les Ukrainiens font de la désinformation, ne serait-ce que dans le nombre de soldats russes qu'ils disent qui ont été tués ou blessés ou disparus. On pense bien que les nombres sont gonflés, sont soufflés. Donc il y a une certaine propagande là-dedans. Et bien évidemment que les Ukrainiens taisent leurs mauvais coups, taisent leurs problèmes. Les Ukrainiens ont avantage à présenter la guerre sous un jour qui leur est favorable. Mais tu sais, les Russes font tellement l'inverse que je veux pas jeter la pierre aux Ukrainiens pour faire ça. Et je te dirais de manière générale, étant donné que les Ukrainiens sont soutenus par des démocraties où quand même le régime de presse est très libre et où on aime bien la liberté d'information, puis tu as des vrais journalistes qui sont sur le terrain, ben oui, les informations qui viennent de l'Ukraine, même si parfois elles peuvent être manipulées, on s'en doute, ben de manière générale, elles sont infiniment plus fiables que celles qui viennent du côté russe. Bon, au Pakistan, un attentat qui fait au moins 50 morts, nombreux blessés. Est-ce que on est rendu à... Non, oui et non. On est rendu à 52 morts, 62 blessés. Ah ouais. Ça s'est produit dans une ville du Baloutchistan, d'une province donc du Pakistan. C'est parce que c'est supposément la fête d'anniversaire de Mohamed, et donc il y avait un grand rassemblement après la prière à la mosquée pour marcher dans les rues, puis tout est illuminé, puis c'est la fête, etc. Et figure-toi qu'il y a des fondamentalistes religieux qui eux trouvent que non, c'est pas sa fête, et puis que même si c'est sa fête, il faudrait pas fêter ça. Alors, ils ont fait exploser une bombe. C'était déjà arrivé en 2006 au Pakistan aussi. On pense que c'est pas les talibans, mais que ce serait un groupe fondamentaliste religieux
du Pakistan qui aurait fait ça. 52 morts, 62 blessés. Et tu sais... Problème de santé mentale. Honnêtement, oui. tu as un problème de santé mentale. Quand t'es pas d'accord, tu dis « Hey, je vais faire sauter une bombe, je vais tuer du monde, je vais blesser du monde parce que t'es pas d'accord. T'es un malade mental. Va te faire soigner. » Mais là, t'as tout un groupe là, qui pense de la même façon, qui s'endoctrine de la même façon. Mais c'est même pire que ça d'une certaine manière, parce que tous ces gens s'imaginent que la volonté de Dieu, n'est-ce pas, les lois dictées par Dieu sont au-dessus de celles des hommes et des êtres humains. Alors que ici en Occident, on a dit, écoutez, là, il y a une séparation entre ce que l'Église pense pour l'au-delà, s'il existe, et ce qu'on fait sur Terre. Ouais. Alors sur Terre, mêlez-vous de vos affaires, a-t-on dit aux religieux. Pas dans l'immense majorité du monde, non, au contraire, dans les pays musulmans. Pour eux, n'est-ce pas, Allah est au-dessus de tout. Ben, ça pose un problème parce que Allah, c'est pas les dirigeants, c'est pas les élus, c'est antidémocratique comme façon de penser. Et tu remarques bien au niveau dans l'Église catholique, tu as quelques personnes qui parlent comme ça, qui sont des fondamentalistes religieux aussi. Ouais. Mais donc il faut lutter contre ça. Oui, il faut lutter contre ça. Ouais, mais c'est un esprit moyenâgeux. On est sorti de ça à la Renaissance, précisément. C'est un des acquis de la Renaissance d'avoir dit à la religion dehors de la politique. Laissez les êtres humains décider de leur destinée et fermez vos gueules pour tout ce qui est humain, politique, etc. Malheureusement, c'est très mal compris. Loïc, Nordvolt, là, qui a annoncé hier l'installation d'une usine fortement subventionnée, c'est correct. Mais là, on parlait de similarité entre le Québec et la Suède. Ben là, tu as un autre exemple là, de similarité entre les deux. C'est pas une belle similarité. Il y a des gangs de rue violents en Suède qui se propagent non seulement dans les villes, les grandes villes, mais dans les petits villages, etc. La Suède en entier a ça. Ce mois-ci, il y a eu 11 meurtres commis par ces gangs de rue. Et le premier ministre en a assez. Il a décidé de rencontrer non seulement les chefs de police du pays, mais aussi les dirigeants de l'armée. Et il a promis qu'il y aurait une lutte sans merci à ces gangs de rue. Mais on parle de 30 000 personnes en Suède. C'est quoi, 6 millions de personnes, la Suède? C'est énorme pour un petit pays comme ça. Et donc, il va leur faire la guerre, littéralement. Et il a dit, on va les mettre en prison, on va les jeter en prison. Ils vont avoir de longues peines de prison. Et ceux qui ne sont pas de naissance suédoise, ceux qui viennent de l'extérieur, eh bien, on va les expulser de la Suède après qu'ils aient purgé leur longue sentence en prison. OK. Bravo. Oui, mais oui, c'est bien. Remarque, est-ce qu'ils vont arriver à le faire? Mais tu sais, il faut... Je pense qu'on est très mou. On est très mou par rapport à un certain nombre de choses. On essaie d'excuser, on essaie de comprendre. Oui, d'accord. Mais à la fin, ce que ça fait, c'est que ça nuit à l'immense majorité de la population, ça nuit au commerce, ça nuit à l'économie, ça insécurise les gens, ça les fait sortir des villes, ça a toutes sortes d'effets délétères. Alors moi, j'aimerais bien que plutôt qu'on se penche, je te dirais de manière quasi, tu sais, comme les anciennes religieuses faisaient là, avec une larme à l'œil en disant « Mon pauvre petit, ça a été... » Oui, OK. Mais qu'on cesse un petit peu d'aider ces gens qui sont dans la rue et qu'on dise, bah oui, mais la majorité est en train de souffrir, là. Et la majorité est en train de souffrir énormément. Qu'il y a des conséquences au crime. C'est pas compliqué. Des conséquences. Tu commets un crime, tu t'en vas en prison, tu restes en prison, tu sors pas de prison. Et là-dessus, notre système de justice est fautif. Notre système de justice exige des preuves qui ont plus de sens pour mettre les gens en prison. Et les peines de prison sont assez faibles, finalement, en regard des crimes qui sont commis dans la rue. Je pense que on a exagéré dans le mauvais sens depuis quelques années. On se laisse là-dessus. Loïc Tassé, merci. On se reparle lundi. Je t'en prie.